Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet et je serai le conteur de cette chronique. La joueuse sera Cécé Trouille. Bienvenue dans l'étreinte de la nuit, épisode 15. Au rêve, tu arrives là où est le père Ernest. Tu as traversé Auvilliers et ses petites rues adorables et tu t'es rendu dans l'abbaye Saint-Pierre. Le père Ernest n'est pas en train de jouer de l'orgue et il n'a pas les multiples cadavres qu'il avait animés la dernière fois que tu l'as vu. Il est en train d'écrire sur un parchemin avec vraiment toute la méthode monastique, hein, tu sais, l'espèce de plume, vraiment, le pot d'encre, vraiment à l'ancienne, hein, vraiment. Donc il est en train d'écrire alors que tu rentres. Est-ce qu'il y a une porte sur laquelle je peux frapper pour signaler ma présence Oui. pour pas le prendre par surprise? Avant même que tu atteignes le bois, il fait... Oh rêve, oui, attendez, je finis juste ça. Voilà. Et il se retourne vers toi, il attend un petit peu. Père Ernest, j'ai donc été au rendez-vous. Mmh. Je me suis rendue avec les lupins dans la forêt. Très bien. Ils ont d'ailleurs une relation vraiment étrange avec la forêt, j'ai remarqué. Oui, ils sont un petit peu obsédés par la nature, hein, je vous l'avais dit. C'est fascinant, je trouve ça fascinant en tout cas. Oui, En revanche, beaucoup d'animaux sont fascinants. ce qu'on a, mais en parlant d'animaux, ce qu'on a trouvé dans la forêt, c'était pas des animaux. Et c'était pas des leurs non plus. Ils disaient vrai. C'était un groupe d'enfants. Et en disant enfants, je laisse clairement voir sur mon visage que je sais pas trop comment expliquer. Et je marque une pause et... Des Kainites ? Oui. Mais enfants. Qui pouvaient se transformer en loups. J'ai cru... Tu vois, il barmonne dans sa barbe. J'ai une petite pensée pour ma meilleure amie Alstrom, du coup. Qui me manque fort. Et je lui explique ce qui s'est passé avec le groupe d'enfants, que j'ai essayé de les faire venir avec moi, même ne sachant pas ce qui allait leur arriver si je les faisais venir. Et que ça s'est envenimé assez vite, finalement. Et voilà, je lui cache pas ce qui s'est passé. Après, je ne rentre pas non plus dans les détails du massacre qui a eu lieu. Écoutez, je pense que de toute façon, si vous ne l'aviez pas fait, j'aurais dû le faire moi-même. Et ça ne m'aurait pas vraiment arrangé. Mais c'est fréquent ici de voir des enfants kainites ? Écoutez, la Camarilla n'a pas toujours existé. Et si ces règles sont maintenant une évidence, et étaient souvent déjà appliquées avant l'existence de la Camarilla, c'était un petit peu plus le Far West, si j'ose dire, à l'époque. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, et certaines choses étaient un petit peu plus douteuses. Maintenant, sachez que de toute façon, ils auraient été très vite abattus. Que ce soit vous ou des lupins, nous avons montré patte blanche, si j'ose dire. C'est une bonne chose. Ça améliorera, je pense, nos relations avec les lupins locaux. Tant qu'on ne rentre pas dans la forêt, je pense qu'on n'aura pas de problème avec eux. Oui. Vous avez donc réussi cette mission sans aucun problème. Je vais cependant me permettre un conseil.
J'ai été attrape-chien. J'ai été archonte. Et j'avais pour mission de traquer et de tuer, de comprendre, d'étudier les lupins. Et évidemment, c'était extrêmement dangereux, mais très plaisant. Cependant, j'ai arrêté. Et ce choix n'était pas par rapport au risque à ma non-vie que représentaient les lupins, mais bien pour les multiples menaces que j'ai reçues d'autres Kainites et qui ne cessaient d'arriver. Et j'ai donc préféré m'isoler ici, entouré de personnes un peu plus saines d'esprit. Tu penses qu'il fait référence au cadavre, t'es pas trop sûr. Des menaces parce que vous traquiez les lupins? Des menaces puisque il n'y a rien de plus dangereux pour un Kainite que les autres Kainites. Vous savez que la plupart des Kainites ont une durée de vie de moins d'1 an. On m'a dit ça, oui. Alors, sachez que certains, évidemment, périssent de quelques mésaventures avec l'astre solaire ou une frénésie qui les emporte. Mais sachez que la majorité sont tués par d'autres Kainites. Donc, je me doute que si... Et alors, je rappelle quand même pour la situation qu'il te parle en français et que c'est Rose qui traduit. Je le rappelle quand même parce que c'est quelque chose d'important. Mais il dit, si une Américaine vient en France et fait une mission pour Gersand et Sarès de Reims, je pense que vous ne venez pas pour rien. Et je pense que votre profil, tout comme le mien l'a été, est intéressant pour quelqu'un. N'oubliez pas simplement que... voilà, nous vivons dans un monde très sombre et que vos alliés les plus proches sont parfois des ennemis, tout simplement. Écoutez, merci pour vos conseils. Je vous cache pas que depuis que je suis renée, j'ai bien conscience que je suis un pion, que je ne vois même pas la moitié de l'échiquier, je sais même pas si on joue aux échecs, à vrai dire. Et oui, comme vous l'avez deviné, quelqu'un est intéressé par mon profil. Après, je trouve ça... Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, sachez-le. Et je pense que cela peut vous donner un point de vue, dirons-nous, un peu plus élevé. Et comprendre peut-être un peu mieux, mais faites attention. Ce que vous me dites sur la façon dont les Kainites s'entretuent, j'ai cru le constater. Je vous cache pas que je trouve ça absurde. À l'heure où les humains ont fait des avancées que je qualifierais d'inquiétantes. Je pense que on serait plus fort contre un ennemi commun ensemble, mais j'ai bien vu que, visiblement, c'est compliqué. C'est une mentalité américaine, dirons-nous. Je suis américaine, profondément, et j'en suis fière. Mais vous avez raison de l'être. Mais sachez qu'ici, sur le vieux continent, certaines choses sont trop vieilles, je pense. D'autant plus quand certaines des personnes avec qui vous interagissez ont plusieurs siècles ou plus. En tout cas, ravi d'avoir fait votre connaissance. Et je regarde les... Il y a les cadavres ou pas? Même s'ils non, bougent il n'y a pas les cadavres. Il y a, ceci dit, l'endroit où ils étaient repartis, tu vois, cette entrée de crypte. Je jette un regard vers l'entrée de la crypte et je lui souhaite une bonne continuation. Tu t'éloignes avec Rose. Tu vois que le père Ernest se remet à griffonner sur son parchemin. Tu peux
d'un coin de l'œil voir qu'il écrit vraisemblablement en latin. Mais t'es pas sûr. Est-ce que tu rentres directement à Paris? Alors, sachant que je te rappelle que tu seras transporté à Paris. Tu vas pas vivre le... Enfin, tu vas te réveiller là-bas, quoi. Oui. Si Rose va bien et si Rose... Parce qu'elle n'est pas blessée ni rien, ça va. Non, bah, elle est plus choquée de ce qu'elle a vu, puisqu'elle a vu ce fameux tank, comme il l'a appelé. Mais voilà, c'est psychologique, tout va bien. Très bien. Ce ne sont que des cauchemars à vie. Mais je pense qu'elle avait déjà probablement vu pas mal de choses dans sa position. Alors, oui, après, voir un lupin, c'est un peu plus particulier. Et pour les humains, c'est... Pour les humains. Ouais. Après, c'est une goule, donc c'est pas exactement la même chose. Mais pour les humains, c'est juste un truc qu'ils oublient presque instantanément, donc tout va bien. Elle l'oubliera peut-être avec le temps. Tu prends donc le transport, et une fois de plus, tu perds conscience. Et tu reprends conscience dans cet étrange souterrain. Cet ossuaire immense qui pour toi est dans les catacombes de Paris, les fameuses, où il y a cette immense table circulaire de marbre noir veiné d'or. À chaque fois que je me fais enfoncer un pieu dans le cœur pour être rendue inconsciente, parce que je rappelle que c'est ça qui se passe, oui. Ça me rappelle Créftine. Oui. C'est comme ça que tu as commencé ta non-vie, après tout. Et je me demande si c'est quelque chose qui va m'arriver pendant toute ma non-vie ou si à un moment, peut-être qu'on pourra s'en passer. C'est une thématique que tu revisiteras peut-être. Kumaisa est là, ainsi que Gersand et Sareth. Kumaisa, toujours dans son habit noir et ivoire. Et puis Gersand et Sareth qui discutent avec elle, et évidemment par le biais, je rappelle, de leur goule interprète. Gersand et Sareth annoncent donc officiellement, de manière un petit peu pompeuse, qu'ils valident le choix de Kumaisa et qu'ils ont pu vérifier par eux-mêmes tes compétences de diplomate et enquêtrice. Même s'ils ne sont pas capables, et ils le reconnaissent, de juger ton expérience médicale. Et ça, ils laissent Kumaisa en décider. Il s'éloigne. Après, un petit au revoir poli. Un peu froid. Ça les qualifie. Tu te retrouves donc seul avec Kumaisa. Rose s'éloigne. Et Kumaisa, d'un geste très discret et plutôt élégant, fait sortir tout le monde. C'était qui tout le monde? C'est des ghouls ou c'est d'autres vampires ou... Principalement des ghouls, de ce que tu as compris. Donc il n'y a pas les personnes qui étaient là? Non, il n'y a pas Mnemak, il n'y a pas Eugène, il n'y a pas Désiré. Ok. Kumaisa approche et te regarde assez intensément. Je soutiens son regard. Au rêve, mon enfant, je souhaite donc, en tant que justicard, faire de toi une archonte prétor pour enquêter et résoudre cette épidémie de frénésie inexplicable. Voici, elle plonge sa main dans sa robe qui, malgré le fait qu'elle soit assez moulante, contient apparemment une poche latérale. Elle ressort 3 petites lettres noires avec un sceau violet dessus. Ce sont 3 lettres scellées. Celles-ci confirment le statut d'archonte et ne doivent être utilisées qu'en cas d'absolue nécessité, au cas où il y ait un prince récalcitrant. Du coup, elle
te les confie. Donc elles sont vraiment très belles et tu te rends compte qu'il y a peut-être même un motif, tu vois, imprimé dessus, noir sur noir. Peut-être un peu comme sur les billets, quelque chose pour valider. Tu sais pas, peut-être que c'est juste esthétique. Hein. C'est probablement l'américaine en moi, mais Orev est un peu déçue et se dit qu'elle aurait bien aimé avoir un badge. Que ce serait plus pratique. Ça lui traverse l'esprit parce que là, elle, trois fois, tu vois, elle se dit bon. Elle te donne aussi un numéro de téléphone qui te permet de donner des messages codés si nécessaire et qui te permet d'être rappelé par la suite. Par elle. Je lui demande ça. D'accord. Par moi ou quelqu'un qui me représentera. Il est donc temps de commencer cette enquête qui, je suis certaine, durera plusieurs mois ou plusieurs années. N'hésite pas à former une équipe pour t'accompagner. La solitude a ses avantages, mais plusieurs compétences valent toujours mieux qu'une. Avant cela, il va falloir que tu ailles à Pittsburgh. C'est là où 2 cas ont été relevés. Alfio Venturini et Richard de Blonay. Il est donc évident que quelque chose s'y trame. Je laisse transparaître sur mon visage une certaine émotion, quand même, au nom de Richard de Blonay. Je suppose qu'elle sait que je le connais. Mais je repense à cet homme que j'ai empêché de se suicider pour finalement qu'il finisse comme ça. Et là, ça me motive vraiment pour cette enquête, honnêtement. Mnemak a des informations sur Pittsburgh grâce à son réseau Nosferatu. Et avant que tu ne partes et que j'aille à mes occupations, voici un cadeau qui n'est pas un cadeau de Justicard à son archonte, mais bien un cadeau de dame à son enfant. Elle ouvre sa main. Et alors tu sais pas si c'était là depuis le début ou elle révèle une bague noire et rouge. Elle fait le geste pour le mettre à un de tes doigts. Je tends ma main. Alors qu'elle met cette bague sur ton doigt, tu sens l'anneau s'enserre autour de ton doigt et se resserre comme s'il s'adaptait à la taille de ton doigt et il disparaît. Un outil qui te sera favorable le moment venu et j'espère que ce moment ne viendra pas. Très bien. Je me souviens de ce qui s'est passé quand je suis née et des fois où j'ai bu le sang de Césaire et Rosalie et du lien que j'ai avec eux et je pose la question à Kumeza de si il faut que je les évite peut-être du coup parce que ça peut poser problème, je peux absolument pas leur désobéir, visiblement. Le lien du sang n'est pas éternel et je me suis assuré qu'il n'en abuse pas. Lorsque tu reviendras à la Nouvelle-Orléans, n'oublie pas que ton rôle devra être accepté. Une archonte, prétor, est au-dessus d'un prince. Parallèle, peut-être, est un mot qu'ils accepteront plus facilement. Mais il faut bien comprendre qu'ils ne peuvent se soustraire à la loi de la Camarilla. J'ai pas plus de questions, du coup je hoche la tête, mais je pense quand même à Rosalie Brasilier et au fait que ça m'étonnerait qu'elle se soumette comme ça à cette loi, mais la Camarilla, elle a dit. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça, je me dis, on verra. Très bien. Je vais aller voir Nemak, du coup je demande aussi à Kumeza quand est-ce qu'il faut que je reparte. Si je peux repartir, comment je repars. Tu es libre. Ok. Tu es libre et elle te donne en fait une sorte de package, on va dire, qui contient en gros
tout un système de réseau lié à une carte bancaire, en fait, qui te permet de dépenser de l'argent sans avoir... en fait, c'est une sorte d'entreprise, si tu veux, qu'elle a. Et donc, en gros, tu as une carte d'employé, même si tu n'es pas au nom de Orev, hein, bien évidemment, mais du coup, qui est liée à toi. Madame Orev. Et du coup, en gros, cette carte, elle t'explique que c'est pas non plus une carte infinie, hein, mais ça te permet tout ce qui est transport, etc., de dépendre d'un réseau privé, en fait, de l'entreprise en question. Et c'est ça que tu as vu, en fait. La voiture qu'elle avait, l'avion qu'elle avait, c'était ça. Donc, tu peux en profiter, mais ça a des limites quand même, hein, dans le sens que tu peux pas faire n'importe quoi avec, mais ça va. Non, mais je lui dis que de toute façon, j'ai pas d'ego de luxe, je veux juste pouvoir me déplacer la nuit, quoi. Tu peux. C'est ça, c'est fait pour. Bah oui, du coup, c'est parfait. Très bien, et je vais aller voir Mnemak de ce pas, s'il me reste de la nuit. Je ne sais pas quelle heure il est, puisque j'ai été réveillée à l'intérieur, mais... Tu as le reste de la nuit. Rose t'indiquera où aller. Parfait. Et au rêve, ne pense pas que je suis loin ou que je ne fais pas attention à ce que tu fais. En tant que dame, ta non-vie reste ma responsabilité. Positivement et négativement. Face à cette menace rassurante, je prends congé. Ça sonnait plutôt rassurant qu'autre chose, mais elle est assez impressionnante. Mais c'est plus que ce que j'ai jamais eu de la part de Krefstine, donc finalement... je me dis que j'aurais peut-être dû choisir un nom qui commençait par K, du coup, hein, en pensant à Krefstine et Kumeza. C'est vrai, ça. Korev? Non. Bof. Crève. J'ai toutes ces pensées pendant que Hospice est avec moi. Hein. Oui. Il va bien, tout va bien. Ça va. Tu donc suis Rose, qui t'amène dans les rues de Paris, que tu vois pour la première fois de ta vie. Mm-hmm. Tu aperçois au loin la tour Eiffel qui est illuminée. Tu vois... c'est pas très joli. Des rues qui parfois sont très belles, d'autres fois sont sales, et bien souvent qui sont bien remplies de gens. Mais il y a la tour Eiffel et il y a une tour super moche aussi de l'autre côté. Franchement. Elle est infernale. Tu suis donc Rose dans le métropolitain. Tu passes dans des couloirs, tu suis, c'est un véritable dédale. Et au bout d'un moment, elle traverse des portes qui semblent fermées par des codes. Et vous arrivez dans une station de métro, vraisemblablement. Oubliée, ou en tout cas abandonnée, complètement refaite. Gravée de multiples symboles ésotériques, celtes presque. Il y a des statues, vraisemblablement, et beaucoup d'humains. Partagés entre des SDF, peut-être même des prostituées, et ce que tu qualifierais, au vu de comment est Rose, de Vénus. Tu as entendu parler qu'effectivement... Mnemak a ces Vénus qu'elle sélectionne pour leur beauté. Et il y en a là qui sont très nettement présentes. Et il y a aussi de nombreux Kainites que tu reconnais comme étant des Nosferatu du fait qu'ils ont toutes et tous un visage un peu difforme et toutes et tous la peau translucide comme Mnemak. Tu traverses différents couloirs à l'intérieur de cette station qui ressemble presque plus à une cathédrale païenne. Et dans une grande salle qui est un mix entre une salle du trône et la nef d'une cathédrale, il y a Mnemak.
Elle n'a pas sa tenue. Elle est nue, la peau transparente. Et elle te voit, mais n'a d'yeux que pour Rose. Rose vient immédiatement à elle. Et elles se prennent l'une et l'autre le visage dans les mains. Et en lieu et place d'un baiser, s'échangent tout simplement du sang. D'une manière franchement érotique. L'image est belle, même si le corps de Mnemak est couvert de tatouages étranges et que tu peux voir l'entièreté de son système nerveux, de ses muscles, de ses os et de ses veines. Mnemak te parle, même si c'est Rose qui te permet de comprendre. Votre mission s'est bien déroulée, de ce que j'ai entendu. Aussi bien que possible, je pense. Kumeza m'a indiqué que vous devez vous rendre à Pittsburgh. Oui, je cherche à savoir ce qui est arrivé à Alfio Venturini et à Richard de Blonay. L'Elyséum est au Sanctuary Night Club. La prince est Safia, une malcavienne qui sert la Camarilla de manière plutôt stricte, ayant même repoussé les brouhahas suite aux événements de 2012 alors qu'elle était elle-même amie de longue date avec certains. Il y a une présence anarque limitée et il y a une présence lupine qui peut être inquiétante, mais qui semble être malgré tout hors de la ville. Je pense brièvement aux 2 lupins que j'ai rencontrés récemment du coup. Et je me retourne vers Mnemak et je lui demande si elle-même elle a déjà rencontré Richard de Blonay ou Alfio Venturini par hasard. Je n'ai jamais vu Alfio Venturini, mais Richard de Blonay est passé une fois à Paris. Je ne me rappelle plus quelle année. Et tu vois qu'elle regarde vers sa droite et tu peux voir que dans l'ombre, il y a plusieurs Nosferatu qui sont penchés sur des sortes d'ordinateurs vraiment vieux. Hein. C'est vraiment plus des telex, des trucs comme ça. C'est vraiment un truc... et du coup, ils disent des choses, etc. Et du coup, tu vois que elle utilise ça comme si c'était sa mémoire. En fait, tu comprends qu'elle échange avec eux et elle fait... Richard de Blonay était quelqu'un d'assez original. Toréador et suisse. Je pense du coup à Richard de Blonay, que j'ai rencontré. Mmh. Effectivement, c'est vrai que tu te rappelles de ça. Tu ne sais pas tant de choses sur lui, mais c'est vrai que tu as passé un moment dans ce musée de la mort, du suicide même, cette machine de suicide qu'il te montrait, et un moment assez particulier. Et oui, tu lui as donné redonné goût en tout cas à la non-vie. Je parle pas de ça à Mnemak, mais je lui dis brièvement, je sais pas si ça l'intéresse ou pas, mais comme j'y pense, que quand j'ai rencontré Richard de Blonay, oui, c'est vrai qu'il était toréador classique avec son musée et sa machine. Et après, je m'interromps en me disant, mais je vais pas lui faire perdre son temps, mais j'étais un peu perdue dans mes souvenirs. Et je me reprends et je la remercie du coup pour ces informations. Et je regarde de nouveau autour de moi. Rose est encore là, du coup. Oui, c'est Rose et je remercie. Oui, c'est toujours elle qui traduit, ouais. Et je remercie également Mnemak et Rose, du coup, pour ces services de traduction qui m'ont été... sans elle, j'aurais pas pu. Merci d'avoir bien traité ma Vénus. Évidemment, si ça n'avait pas été le cas. Et elle regarde vers la gauche de la pièce. Un endroit un peu sombre où tu peux deviner
qu'il y a un trou qui mène vers quelque chose qui t'effraie profondément. Juste regarder l'étrange obscurité qui sort de ce trou te rappelle que face à toi, tu as quelqu'un qui a vraisemblablement plusieurs centaines d'années et qui a peut-être construit tout ce que tu vois autour de toi. Et tu te rends compte que, ouais, en fait, t'avais pas de contrôle vraiment sur ce qui arrivait à Rose. Enfin, t'aurais pas pu la défendre face à... C'est elle qui m'a défendu. Oui, en plus. Donc, tu te rends compte de la... Bah ouais, que t'as risqué quand même beaucoup plus que tu ne le pensais. Et encore une fois, tu repenses à ce que t'a dit le père Ernest sur le vrai danger que représentent les Kainites. Et t'en prends bien conscience. Ah oui, je regarde avec insistance vers cet endroit de la pièce et ce trou, du coup. Et je regarde Mnemak, je regarde le trou et je dis... Mais... heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Heureusement. Je vais prendre congé, je pense, à ce moment-là. Mais je trouve Mnemak absolument fascinante et je le cache pas. Et je prends congé en disant que je lui souhaite... En vrai, j'espère la revoir, mais je vais pas lui dire ça parce que je trouve que ce serait bizarre. Et du coup, je suis un peu dans cet endroit vraiment pas à ma place et en même temps, je trouve ça incroyable. Je sais pas trop. Je peux lui demander... Oui. Ah oui, avant, oui. Avant de partir, si elle sait où sont Eugène et Désiré. Eugène et Désiré vivent à Paris. Et vous pourrez les trouver... Et elle te donne une adresse. Et elle te parle du... Alors, en français, hein, Café de la Paix. Très bien. Tu quittes donc le domaine de la sorcière de Paris. Tu te retrouves dans les rues. Où vas-tu ? Alors, je n'ai plus personne pour traduire avec moi, donc c'est plus compliqué. Je sors mon téléphone pour essayer de trouver, du coup, le Café de la Paix. Ouais. Tu trouves sans problème l'adresse et tu peux voir que, la devanture, enfin, tout semble fermé, très clairement. Il y a même des trucs qui ont été peut-être rebaissés. Enfin, ça semble être fermé, même s'il semble y avoir un petit peu de lumière qui filtre. Il y a une porte. Après, il y a une sonnette. Je vais regarder ce qu'il y a marqué sur la sonnette. C'est marqué... alors, la sonnette en question, c'est la sonnette du lieu. C'est marqué Café de la Paix dessus. Ouais, c'est Café de la Paix. C'est un grand lieu et c'est marqué des horaires d'ouverture qui ne correspondent pas à la nuit, évidemment. Mais bon, après, Mnemak ne t'aurait pas annoncé une fausse adresse. Non, mais si c'est bien marqué Café de la Paix sur cette sonnette, je vais sonner. Très bien. Tu sonnes. Il ne se passe rien pendant un temps. Puis quelqu'un arrive, un homme un peu jeune, une moustache un peu fine, un peu cliché, tu vois, du majordome français, tu vois ce que je veux dire, qui est là et qui fait... il te parle en français, tu vois, il fait « Bonjour !» Je dis bonjour en français et après je suis en Do you speak English? Ah ouais, il fait Yes madame, I speak English, mais qu'est-ce qu'elle veut? What she want? Je suis venue pour voir Eugène et Désiré. Oh, et là il change totalement de... Il fait one moment. Il s'éloigne et tout. Et du coup, il revient même pas une minute plus tard. Il fait please, enter, hein, rentrez, don't stay dehors. Hein. Merci. Je dis en français. Avec un accent. Ouais. Un accent mi-cajun, mi-américain horrible. Ouais. Voilà. Et du coup, il vérifie qu'il n'y a personne d'autre dehors, il referme, etc. Et donc, tu rentres et tu es vraiment dans
un lieu qui te paraît, toi, américaine, très, très, très français. Et donc, c'est assez luxueux. Tout est, voilà, il y a des grands poteaux, il y a des lustres, il y a des fauteuils un petit peu partout rouges. Et donc, tu rentres, c'est assez beau, quoi. Et tu vois que à une des tables, il y a la chaise roulante d'Eugène. Il a toujours un masque de porcelaine sur le visage qui représente un autre visage que la dernière fois. Et il y a Désiré qui est assis à côté de lui. Il te salue. Je les salue et je m'excuse immédiatement de les déranger chez eux. Ouais. Mais je les remercie du coup d'avoir ouvert leur porte alors que je viens comme ça sans être annoncée. Et j'explique que c'est une visite de courtoisie, vraiment que je cherche échangent, rien. Alors justement, ils échangent un petit peu pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse faciliter les échanges parce que Ils parlaient anglais quand même. Ils parlent anglais, Ouais. mais du coup, ils parlent pas parfaitement anglais. Donc du coup, il y a quelqu'un qui est là, qui est une de leurs ghouls, qui peut fluidifier l'échange, tout simplement. S'il y a des termes, Ouais. etc. Voilà, c'est pour être sûr. Et du coup, Eugène dit je préfère simplement qu'il n'y ait pas de choses perdues dans la translation. Du coup, je dis oui, que je suis bien d'accord. Et donc, je réexplique en saluant quand même la personne qui est venue traduire aussi que c'est vraiment juste une visite de courtoisie, que j'ai eu leur adresse, que j'espère que c'est OK. Et que j'étais déçue de ne pas les voir quand je suis revenue de ma mission et que je voulais, avant de partir de Paris, prendre congé parce que ils m'ont accueilli, j'estime, amicalement, honnêtement. Et que c'est pas toujours le cas et que voilà, je suis venue leur dire au revoir avant de partir de Paris et que je voulais les revoir. Je suis très candide là-dessus. Je dis je voulais vous revoir. Tu vois qu'ils apprécient, même si Désiré semble, et tu le lis assez facilement sur son visage, semble un peu plus méfiant du fait que tu as justement un comportement peu caïnite, finalement. Et donc tu vois que il est un peu plus méfiant que Eugène qui... Alors tu peux pas voir son visage, mais tu comprends que Eugène est beaucoup plus engagé. Je fais une petite blague sur le fait que je suis américaine et que pour moi, voilà, forcément, et que ça fait pas extrêmement longtemps que je suis dans cette non-vie et que sincèrement, ça fait 10 ans, 15 ans, je sais même pas, mais tout me fascine encore un peu et voilà. Et j'ai Hospice avec moi, hein, évidemment, que je laisse pour le coup ici, comme on est en terrain, pour prouver que je leur fais confiance, moi, je laisse Hospice aller où il veut, vers tu vois eux. qu'ils aiment beaucoup, ils apprécient justement. Et Eugène dit oui, nous n'avons pas été conviés à votre retour par Kumeza qui avait fait on va dire un geste politique la dernière fois qu'elle n'a pas souhaité reproduire, et grand bien lui fasse, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et tu vois que il y a Désiré qui... Il y a un problème par rapport à ça, qui réagit un peu à côté, etc. Ok. Et tu vois que justement Désiré glisse quelque chose à l'oreille d'Eugène. Et Eugène fait... Ah oui, c'est vrai. Vous allez retourner dans votre pays, aux États-Unis. Oui. Bientôt, je pense. J'ai quelque chose que j'aimerais faire en France. D'ailleurs, je vous demanderai peut-être conseil. Mais oui, je vais retourner aux États-Unis dans peu de temps. Vous avez du coup votre statut, je suppose. Oui. Oui, Gerson et Sarès ont été satisfaits. Et tous ces... Très bien.
Je pense que vous allez, de ce fait, traverser de multiples États, et peut-être même pays, et rencontrer beaucoup de gens. Or, Désiré et moi-même aimerions avoir des nouvelles d'une amie. Alors, au mot ami, mon visage s'ouvre, je pense, en me disant, bon, il y a quand même des gens qui ont des amis, c'est rassurant. Nous l'avons perdue de vue suite à la Seconde Guerre mondiale, et elle est partie aux États-Unis d'Amérique. Donc, est-ce que vous pourriez... Et du coup, il y a Désiré qui immédiatement se met un peu plus en avant et fait... Évidemment, nous comprenons que tout service a un prix. Et nous serons prêts à payer ce qu'il est nécessaire pour cela. Ça me prend presque de court parce que jusqu'ici, on m'a plutôt ordonné de faire des choses. Et je réfléchis... je laisse voir pas ma surprise, mais le fait que j'allais pas spécialement leur demander quoi que ce soit cette fois-ci. Et je leur dis, écoutez, mais peut-être une ou deux petites choses. Déjà, j'ai une amie aux États-Unis qui adore particulièrement les poupées, et j'ai remarqué que vous étiez... que vous aimiez les belles choses, et je voudrais lui ramener quelque chose de vraiment spécial de France, mais je ne connais absolument rien, ni aux poupées, ni à la France. Alors je ne sais pas si vous pouvez me conseiller un endroit ou quelque chose à ramener à cette amie. Tu vois qu'ils se regardent, ils font... oui, il y a moyen... il y a des poupées... ils sont un peu perturbés, parce que c'est vrai que c'est une demande assez originale. C'est hyper bizarre. Oui. Oui, des poupées de porcelaine, il y a un échange entre les deux où ils parlent de vente aux enchères, et ils parlent d'un musée, machin. Et tu vois qu'ils sont entre les deux et ils font et puis sans problème. Mais ce n'est pas quelque chose de compliqué pour nous. Donc vous êtes sûr que c'est tout ce que vous souhaitez? Après, je sais pas si on peut considérer ça comme un paiement, parce que j'aimerais le considérer comme une conversation, mais j'aurais aimé... J'avoue que je suis très intriguée par vous. J'aurais aimé en savoir plus sur d'où vous venez et qui vous êtes. Eh bien. Tu vois qu'Eugène semble rire un peu, et Désiré est un peu choqué par la question. Et tu vois qu'il y a la main d'Eugène qui se pose sur le genou de Désiré un peu en mode calme-toi. Et il fait très bien. Votre tarif semble tout à fait acceptable. Écoutez, l'amie que nous recherchons s'appelle Aline. Aline le moineau. C'est une toréador. Vous la reconnaîtrez. Elle a les yeux vairons, bleus et marrons, et une oreille en moins. Et si jamais vous la voyez, et du coup il sort un petit oiseau, une petite sculpture d'oiseau très simple, très petite, en bois, et fait donnez-lui ceci, elle le reconnaîtra, j'en suis certain. Donc c'est vraiment tout petit, hein. Ça fait très des petites sculptures. Justement, toi, t'as peut-être déjà entendu parler de ça parce que t'as été militaire, mais beaucoup de soldats, tu sais, font des choses pour s'occuper, et ça fait très petite sculpture de soldats qu'il aurait fait pendant un temps. Je fais cette remarque. D'accord. Il fait
Eh bien écoutez, effectivement, j'ai connu Désiré lors de la Première Guerre mondiale. J'ai entretenu une relation avec Désiré, et puis un obus a mis un terme à une partie de cette relation. Et Désiré, il se retourne vers lui, tu vois pas le visage encore une fois d'Eugène, mais tu sens que c'est lourd de sens. Et il fait, Désiré a fait quelque chose qu'il a regretté en m'étreignant. Il m'a sauvé la vie, je serais certainement mort de mes blessures dans cet hôpital de guerre. Mais de fait, je suis obligé de rester comme j'étais. Une gueule cassée. Sous cette porcelaine, il n'y a que de la chair brisée, des os qui ne se répareront jamais. Désiré a lui été puni. Son péché étant de m'avoir étreint sans autorisation. Mais son œuvre étant suffisamment dramatique et tragique se devait d'être fini. Et donc il a été pardonné à condition qu'il serve son enfant pour toujours. Pour le coup, je poker face, mais pour moi, à part Gershand, pour moi, à part Gershand et Sarès, et du coup Désiré et Eugène, j'ai pas vu beaucoup de gens qui restent ensemble par choix. À la Nouvelle-Orléans, les gens sont solitaires et en fait, ils sont pas ensemble par choix finalement, du coup. Eugène et Désiré ne sont pas ensemble par choix. Non, mais ils avaient l'air proches, ils avaient l'air amis, ou plus évidemment, mais du coup, pour Orève, elle se disait peut-être, en fait... Et c'est amusant parce que il y a plein de choses qui se passent dans sa tête à ce moment-là, parce que dans sa vie humaine, elle était plutôt solitaire, mais le fait de se retrouver vraiment seule quand elle est de nouveau née lui a peut-être donné envie pour la première fois de pas être seule, parce qu'elle avait pas le choix d'être seule. Elle qui a rejeté plus ou moins sa famille, qui avait pas vraiment d'amis, se retrouver dans cette nouvelle vie, elle se rend compte qu'elle a peut-être pas envie d'être seule. C'est pour ça qu'elle a posé cette question à Eugène et Désiré. Mais du coup, la réponse est pas choquante, mais est intéressante. Et après, ils ont l'air de s'apprécier quand même, donc bon. Oui. Tu peux voir que Désiré n'a rien dit. Je les remercie d'avoir partagé leur histoire. Il te demande en fait si tu as... si tu pars maintenant, par rapport à la poupée, en fait, ils peuvent voir, mais de toute façon, ça prendra un petit temps. Donc au pire, ils peuvent te l'envoyer à une adresse en particulier ou quelque chose comme ça. Ah bah oui, je veux bien. Je leur donne l'adresse de l'appartement que je garde, du coup. Ouais. Pour faire envoyer, au pire. Bon, voilà. Très bien. Oui, parce que pour Orève, c'était un peu... peut-être il y a une chance de faire des alliances durables. Regarde, Gershand et Sarès, bon, ils sont frères et sœurs, ils ont peut-être pas trop de choix, mais bon, quand même. Et Eugène et Désiré, voilà, ils sont alliés aussi. Peut-être que tout le monde s'entretue pas, et puis là, bon, du coup... Tu prends donc congé ? Je prends congé, je leur laisse mon numéro de portable, je sais pas si ils ont un portable, mais... Ils ont un fixe, de toute façon. Oui, bon, voilà. Est-ce que tu te rends quelque part avant ? Je leur demande si... je donnerais, si je trouve Aline le moineau, je lui donnerais la petite sculpture que j'ai enveloppée dans un mouchoir, du coup, vraiment pour
en prendre soin et pas la perdre ou l'abîmer. Mais est-ce qu'ils veulent qu'elle les contacte? Est-ce qu'il y a d'autres instructions ou quoi que ce soit? Donnez-lui simplement cet oiseau. Très bien. Merci au rêve. Merci à vous. Que fais-tu au rêve? Faut que je me nourrisse, je pense, avant de partir. Je sais pas si t'as entendu mon ventre. Si, j'ai entendu. Ben voilà, j'ai faim. Très bien. Donc je vais me nourrir de même. Ah bah oui, voilà. Tu te nourris sans trop de problèmes, c'est même assez plaisant. Dans une ville aussi grouillante. De traquer quelqu'un ici dans des rues que tu ne connais pas forcément. Et puis, il y a cet aspect un peu plus organique de la ville, moins structuré en grande ligne droite, même si... Encore à la Nouvelle-Orléans, ça va. Tu passes, oui c'est vrai, mais tu passes aussi par des quartiers haussmanniens. Donc, il y a un mix des deux qui est assez intéressant. Et donc, tu te nourris et tu ne cèdes pas à la bête. Heureusement. Et pour le voyage, je vais utiliser ce que m'a donné Kumeza pour rentrer. Très bien. Alors je sais pas si je vais directement à Pittsburgh ou si je passe par la Nouvelle-Orléans d'abord. Je regarde un peu les vols, etc., comment ça se passe, mais je pense que c'est plus facile d'aller à Pittsburgh direct. Ouais, Pittsburgh c'est plus près, donc Pittsburgh c'est à l'ouest. C'est entre Chicago et New York. Oui, c'est pour ça. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Alors que la Nouvelle-Orléans, c'est beaucoup plus au sud, forcément. Alors, sachant que c'est un jet privé, hein, c'est pas. Tu repars donc de France pour revenir aux États-Unis d'Amérique du Nord, à Pittsburgh. Tu passes un voyage, somme toute, agréable. Et tu arrives donc à l'aéroport et en arrivant à Pittsburgh, tu réalises que c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines ou dès maintenant sur le Tipeee. Je le rappelle, vous avez une avance tout le temps en regardant sur le Tipeee, donc ça vaut le coup et ça nous permet de nous soutenir et de continuer de faire des séries multiples et variées. Il y a plein d'autres choses que l'étreinte de la nuit d'ailleurs sur le Tipeee. Ça nous permet d'acheter des poupées à Bessode. C'est ça, on a une collection de poupées juste pour Bessode. À bientôt! Retrouvez tous les épisodes de l'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.